Alors bonsoir à tous, bonsoir maître. Bonsoir. Alors, on va attendre quelques instants histoire que tout le monde puisse se connecter, puis après on va faire un point d'étape sur nos actions juridiques. Bonsoir Laurence, bonsoir Claudette, bonsoir Maria. Alors on a un petit peu de retard ce soir parce que maître Ganaïen était coincé dans les bouchons. Mais on est là. Bonsoir Clarisse, bonsoir Aurore, bonsoir Jacques. Eh ben c'est bon, les gens commencent à arriver, je pense qu'on peut y aller maître. Allez, allons-y. Alors, je suis désolé d'abord pour le retard, mais Paris, à la veille des manifestations, c'est très compliqué. Ils ont coupé toutes les rues déjà. Donc, ce qui explique mon retard, encore une fois, dont je vous prie de bien vouloir excuser l'existence. Alors, je voudrais faire avec vous un point parce que c'est parfois difficile de comprendre et la stratégie que nous employons. C'est un peu compliqué de parler à un téléphone, je ne sais pas si je parle au téléphone, si je parle... Bon. On va essayer d'être le moins distant possible parce que ça crée une forme de distance de parler à un téléphone. C'est compliqué de comprendre la stratégie, de comprendre les objectifs, de comprendre ce que j'attends de chacun de vous et de la façon dont vous pourriez collaborer utilement à ce dossier. Mais il est bien évident que j'ai besoin de cette collaboration de votre part. Les gens me demandent si vous pouvez parler. Oui, c'est ce que je me disais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous ne m'entendez pas? Parce que là aussi c'est un peu difficile. Donc je vais parler plus fort. Donc je vous disais, d'abord, je vous connais par le biais des plaintes que j'ai déposées et par le biais des documents que vous m'avez adressés. Mais ça reste du papier et je n'ai pas eu la possibilité, ce qui est quand même très important dans la relation entre l'avocat et ses clients, de m'entretenir individuellement avec vous. Donc c'est un travail qui va être compliqué, mais c'est un travail qui sera pour moi obligatoire. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'êtes pas, pour tous ceux qui m'entendent ce soir, et je pense que la plupart d'entre vous sont des plaignants, vous n'êtes pas qu'un numéro dans une plainte, vous êtes une réalité humaine, une réalité judiciaire, une réalité de victime, et le procureur m'a d'ores et déjà écrit pour me demander, pour chacun d'entre vous, un certain nombre de précisions qu'il va falloir que je lui communique avant le 15 janvier. Donc j'espère que vous m'entendez bien sur la date. C'est la date du 15 janvier qui est la date importante à laquelle on doit aujourd'hui se référer. Et ensuite, il est essentiel pour moi que je puisse vous parler, même si vous m'avez fait un compte-rendu de votre situation médicale, pour que vous me l'expliquiez de façon un peu plus personnalisée et que vous m'expliquiez un peu au travers du parcours médical ce que vous avez pu subir. La stratégie qu'on a mis en place avec l'association, puisque pour l'immense partie d'entre vous, vous venez par le biais de l'association, c'est de dire, sur le terrain scientifique et sur le débat scientifique, nous sommes en faiblesse. En faiblesse d'abord du point de vue de la connaissance, puisque eux auront toujours la possibilité d'apporter plus d'éléments et de rendre les choses plus confuses et plus difficiles. Je vous prie de m'excuser, je coupe ce portable parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Que nous-mêmes nous sommes en mesure d'apporter. Ensuite, on est dans un déséquilibre parce que d'un côté, il y a ceux qui sont prétendument sachants, qui ont prétendument le savoir, qui ont prétendument l'autorité, et qui, au travers de décisions qui peuvent être totalement imposées et qui n'ont pas de justification pour autant, peuvent nous donner une forme de pré-pensée ou même de position officielle à laquelle on ne peut pas déroger. Et nous, de l'autre côté, qui apparaissons un peu comme une armée espagnole, désorganisée, déstructurée, avec des individualités qui sont capables de dire les choses, mais
une collectivité qui ne peut se faire entendre qu'au travers d'associations, comme des fauteurs de troubles, ne comprenant pas grand-chose, n'ayant pas beaucoup de logique médicale, n'ayant pas beaucoup de logique judiciaire, et étant agités en permanence, alors qu'en réalité, leur agitation ne relèverait que d'une incompréhension. Alors si je veux être synthétique, et je vais essayer d'être synthétique, d'un côté, on apparaît comme une bande d'abrutis désorganisés malades, et de l'autre côté, ils apparaissent comme des médecins organisés, structurés, scientifiques, ayant la connaissance. Cette logique-là n'est pas possible. Elle n'est pas possible d'abord pour une raison historique. Mais l'histoire est souvent porteuse de réalité et de connaissances pour les événements futurs ou les événements actuels. Cette réalité historique, c'est le débat sur le sida. Le débat sur le sida, aujourd'hui, et la plupart d'entre vous sont beaucoup plus jeunes que je ne le suis, puisque j'ai commencé ma carrière au barreau à la fin des années 80, en 88. Donc on était encore dans cette période où les choses bougeaient, où on s'organisait, où on déposait des plaintes pour faire reconnaître la réalité du sida, ce qui aujourd'hui apparaît totalement déraisonnable pour les jeunes générations. C'est comme lorsque j'explique aux jeunes générations et aux étudiants qu'en 1982, lorsque j'ai commencé, mais là j'étais étudiant, mais que j'ai commencé une carrière politique au ministère de la Justice, je me suis immédiatement indigné du fait que l'homosexualité était un délit pénal. C'est-à-dire que dans le code pénal français, vous aviez encore une disposition au terme de laquelle vous pouviez aller en détention si vous étiez homosexuel. Aujourd'hui, alors que le mariage pour tous a été instauré, dire une chose pareille, ça vous paraît être de l'histoire ancienne, et pourtant ça n'a que quelques années. De la même façon pour la maladie de Lyme, ce que je crois, c'est que tout ce que nous disons aujourd'hui, et qui apparaît comme pour nous des évidences, mais pour les autres une position totalement incompréhensible, apparaîtra demain grâce au combat que nous allons mener comme des vérités tellement évidentes que plus personne ne pourra les contester. Quand j'ai commencé à m'occuper de ces dossiers du Lyme, au début, je n'ai pas compris grand-chose. Et vous savez comment je suis rentré dans ces dossiers. J'y suis rentré par le biais du docteur Bronstein et des affaires du docteur Bronstein, dont je peux vous parler puisque vous avez tous participé, ou en tous les cas la grande majorité d'entre vous, aux pétitions, au comité de soutien, que cette affaire a été grandement médiatisée, en tous les cas sur les réseaux sociaux, et que vous savez qu'au bout du bout, nous avons fini par remporter une première victoire essentielle. Cette première victoire essentielle, à laquelle personne ne croyait, était de faire dire au Conseil de l'ordre national des médecins que les positions de Bronstein en matière de traitement de la maladie de Lyme avaient non seulement une cohérence médicale, mais que personne ne pouvait lui dénier une compétence que d'autres n'avaient pas, et que de surcroît, cette absence de compétence des autres médecins, en particulier de ceux qui l'avaient entre guillemets poursuivi, parce que ce n'est pas le terme exact, mais en tous les cas dénoncé serait le terme plus juste, auprès de son Conseil de l'ordre du 93, et que la position du Conseil de l'ordre du 93 n'était simplement que le résultat ou la résultante d'une certaine forme d'ignorance. Ce jour-là, vous étiez un certain nombre à être présents. Le docteur Bronstein était heureux parce que voilà, le Conseil de l'ordre national avait adopté une position qui le satisfaisait du point de vue professionnel. Ça lui permettait de continuer à exercer sans aucune difficulté. Mais au-delà de la satisfaction que l'avocat du docteur Bronstein pouvait avoir de cette situation et du combat que nous avons mené, j'étais surtout satisfait de constater que pour la première fois, nous avions franchi une étape importante et que pour la première fois, un Conseil de l'ordre venait nous dire, attendez, sur la maladie de Lyme, excusez-nous, mais vous êtes très compétent, vous avez beaucoup de connaissances, personne ne peut venir dire que ce que vous dites est faux, et venir prétendre de façon dogmatique, comme le dit aujourd'hui le représentant du Conseil de l'ordre du 93,
que tout ce que vous faites, que tout ce que vous prescrivez, que ce que vous apportez aux malades relève de l'incompétence, de la folie, de la bêtise ou du charlatanisme, c'est totalement insupportable. Et donc j'ai eu le sentiment ce jour-là qu'on avait franchi une première étape. La deuxième étape, elle est plus compliquée à vous expliquer et sans doute plus contestable, mais elle existe tout de même. À peine avait-on fini ce combat, qui était un combat essentiel, parce que Bronstein n'est pas le seul, mais c'est quand même un des spécialistes, et moi je dirais le plus grand spécialiste de la maladie de Lyme. À peine avait-on fini ce combat que débutait le combat de la HAS, donc le combat de la Haute Autorité de Santé. Vous vous souvenez de la situation? Quand on a un problème dans ce pays, en particulier en matière médicale, eh ben on fait une commission. Cette commission devait plancher sur cette maladie à la fois mal connue, mal définie, mal délimitée, et dont les traitements pouvaient apparaître comme posant difficulté. Et la HAS, au bout de discussions qui ont eu lieu avec divers intervenants, censés représenter tous ceux qui pouvaient être de près ou de loin intéressés par la maladie de Lyme, sauf pour des raisons qui m'échappent, l'association Le Droit de Guérir, qui me semble tout de même être une association qui regroupe un nombre de malades significatif et qui a une vérité qu'elle entend exprimer, alors peut-être d'une façon qui ne leur convienne pas, mais je ne crois pas qu'en matière d'expression d'une volonté de survie, d'une volonté de pouvoir être guéri, d'une volonté de pouvoir être entendu, d'une volonté de ne pas être considéré comme un fou furieux quand on a une maladie avec la multiplicité des symptômes que vous pouvez avoir, soit un délit. Hormis cette association, donc les autres étaient là et ont participé à ces discussions. Et au bout du bout, de façon assez étrange, ce qui a semblé échapper à la plupart des observateurs, on n'a pas eu ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on devait avoir un programme au long terme, mais on a eu des recommandations. Étrange, ces recommandations, parce que ces recommandations auraient dû être la résultante d'un travail qui aurait dû s'accomplir pendant plusieurs années. Et donc la question que je me suis posée, et qui me paraissait intéressante, était de savoir pourquoi ce travail n'avait pas été mis en place, et pourquoi on était passé d'une forme de concertation au long terme à des mesures autoritaires et rapides. La réponse, elle est évidente et elle est dans le rapport de la HAS. C'est que ces concertations préalables n'ont rien donné et que tous ceux qui ont participé ne sont pas parvenus à se mettre d'accord et que plus encore, ceux qui ont participé n'ont même pas signé les recommandations. Ce qui montre qu'à l'évidence, tout ce que nous disons sur le climat délétère, c'est-à-dire le climat conflictuel qui peut exister autour de la maladie de Lyme, existe véritablement, puisque même les spécialistes, même ceux qui font partie de la commission technique et scientifique, n'ont même pas jugé utile de signer les recommandations qui sont censées être le résultat de leur réflexion. Et puis il y a un texte qui est sorti. Le texte qui vous choque et qui me choque aussi, parce qu'on nous dit grosso modo, de toute façon, vous ne pourrez plus voir votre généraliste, vous irez à l'hôpital voir des spécialistes dans des départements spécialisés. Mais au-delà de cette vérité qui s'impose à vous et qui malheureusement aura des conséquences, et a des conséquences, on a quand même de façon sous-jacente, et parfois même de façon un peu explicite, reconnu la chronicité de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe, et la chronicité de la maladie de Lyme, c'est la première fois, en juin 2018, dans une recommandation de la HAS, que l'on finit par reconnaître qu'il peut exister une forme de Lyme chronique. Ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de faire réagir tous ceux qui ont une espèce mais c'est à la limite du comportement, je dirais, sectaire.
Et d'ailleurs, je crois que le terme que vous avez choisi, c'est peut-être Mathias qui avait trouvé ce terme, mais de parler de déni et de parler, comme pour le négationnisme de ceux qui sont des détracteurs et qui n'acceptent pas cette vérité, comme si cette vérité, en s'imposant à eux, remettait en cause jusqu'à leur existence intellectuelle. Ils n'ont pas manqué de réagir et ils n'ont pas manqué de dire que les recommandations de la HAS étaient un scandale puisqu'on reconnaissait la chronicité de la maladie de Lyme. Et moi je dis que les recommandations de la HAS sont un scandale parce que d'abord juridiquement elles ont été prises au terme d'un processus qui n'est pas le bon, que de surcroît elles ont un caractère obligatoire qui s'impose, parce que c'est ça la véritable question des recommandations, mais qui ne peuvent pas s'imposer en l'espèce puisque les centres spécialisés ne sont pas encore constitués pour un certain nombre d'entre eux et que donc on est face à des malades qui seraient dans une sorte de déshérence médicale. Vous allez voir le médecin qui vous dit « moi j'ai des recommandations, je ne peux rien faire pour vous, allez à l'hôpital » et vous allez à l'hôpital et qui vous répond « écoutez, notre centre spécialisé n'est pas encore ouvert, on verra ça mi-2019 ou fin 2019, revenez nous voir et pendant ce temps-là, souffrez en silence ou allez peut-être sur les réseaux sociaux où vous trouverez quelques essences essentielles qui vous permettront de pouvoir faire en sorte que vos souffrances soient moins violentes. » Donc tout ceci pose problème. Ça pose d'autant plus problème que ma recommandation a été de dire les avocats sont spécialisés d'une manière générale. En province, moins. On a plus des avocats qui sont généralistes, c'est-à-dire qui sont à peu près capables de faire n'importe quel domaine d'intervention. Mais à Paris, les dossiers étant ce qu'ils sont, le nombre d'avocats étant extrêmement nombreux, les chambres des tribunaux, les sections du parquet étant elles-mêmes spécialisées, les avocats ont tendance à se spécialiser. Et en toute hypothèse, c'est-à-dire de toute façon, la procédure qui devait être suivie dans ce dossier ne peut être suivie que par des avocats qui sont des avocats du Conseil d'État. Donc ma recommandation à l'association était de dire prenons un avocat au Conseil d'État qui tentera de remettre en cause ces recommandations. On a vu un avocat au Conseil d'État, Maître Toinpala, qui, avec son confrère Maître Champagne, qui est une spécialiste de ces process juridiques médicaux, a jugé que la situation était grave. Et moi, je connais Maître Toinpala depuis 25 ans. C'est une femme, une avocate qui doit avoir une soixantaine d'années, qui s'est beaucoup battue dans des combats très spécifiques sur, par exemple, le droit des femmes, sur l'adoption, sur des problèmes de l'évolution familiale telle qu'on peut la connaître au cours de ces dernières années, qui est donc habituée aux combats à la fois difficiles et parfois rugueux, qui est toujours très réservée sur les résultats qu'on peut attendre d'une décision de justice, parce qu'elle sait que les choses sont parfois lentes et que la justice, il y a tout un tas de paramètres qui viennent se greffer dessus et que finalement, c'est pas parce que vous avez raison en droit que pour autant vous avez raison judiciairement et que vous pouvez espérer une décision de justice conforme à ce que vous estimez être l'équité. Donc elle est très prudente. Mais en voyant le dossier que lui a apporté en particulier Mathias, elle a dit « j'ai aucun doute sur le fait que nous allons gagner ». Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons gagner parce que il y a une évidence dans ce dossier, c'est qu'un certain nombre de ceux qui composent la HAS n'ont pas l'indépendance nécessaire vis-à-vis de la pharmacologie ou vis-à-vis de certains laboratoires pour pouvoir estimer qu'ils aient pris une décision en toute indépendance. Et donc le recours, je vais le faire devant le Conseil d'État, et ce recours, on le gagnera. Alors, une petite parenthèse, quand elle dit ça, ça me renvoie à l'une des analyses que j'ai eues au début de ce dossier, c'est-à-dire qu'il faut vous mettre à la place de celui qui n'a jamais été malade, qui n'a jamais eu dans son entourage
de personnes susceptibles d'être de près ou de loin victimes de la maladie de Lyme, ou qui en tous les cas l'ignorent. Quand on vient vous parler d'une maladie dévastatrice, avec une désocialisation, avec une incapacité de pouvoir travailler, d'entretenir des relations même familiales, une maladie qui vous fait tout perdre, et où lorsqu'un médecin vous voit, il vous donne du Doliprane, voire il vous renvoie chez vous, ou même il vous envoie auprès d'un spécialiste de la psychiatrie en estimant que vous faites un burn-out, vous avez d'abord une tendance au scepticisme. Alors l'avocat est quelqu'un qui, d'une manière générale, écoute ses clients et qui est bienveillant envers un client. C'est-à-dire que n'importe lequel de mes clients vient, s'assoit, j'adhère à son discours par empathie professionnelle. Mais au-delà de l'empathie professionnelle, ce n'est pas un service que de dire à quelqu'un vous avez raison lorsqu'il vous raconte des choses qui vous paraissent totalement incroyables, invraisemblables, et dont vous vous dites que de toute façon, une juridiction ne va jamais le croire. Donc j'avais une forme de scepticisme par rapport à ça. Alors ce scepticisme, il est vite tombé. Il est vite tombé d'abord parce que je connais bien Bronstein, que parfois il est un peu compliqué dans ses explications, mais qu'il a toujours une volonté d'expliquer les choses de façon technique, mais avec une capacité à faire en sorte que celui qui n'a pas cette technicité le comprenne. Donc j'ai assez vite compris les mécanismes. Au-delà d'avoir compris les mécanismes, quand j'ai commencé à parler autour de moi de la maladie de Lyme, des tas de gens qui n'avaient aucune raison d'adhérer à mon discours ou de m'écouter, parce que vous savez, parfois les avocats racontent des choses et on se dit c'est pas possible, ça n'existe pas, il exagère, c'est parce qu'il défend une cause, il est pris dans son dossier, donc il a tendance à dramatiser là où il n'y a pas lieu à dramatiser. Et bien, je me suis aperçu que chez mes interlocuteurs, et même les plus improbables, ceux qui a priori étaient sans doute ceux qui pouvaient le plus douter de tout ce que je leur racontais, il y avait une adhésion. Et que cette adhésion était bien souvent provoquée par le fait qu'eux-mêmes, dans leur entourage direct, avaient vécu ce que je leur racontais. Alors pas eux personnellement la plupart du temps, mais un cousin, une femme, un oncle, une tante. Donc ils avaient vécu ça et ils savaient à quoi ces personnes étaient confrontées. Dernier exemple en date, un journaliste vient me voir pour la maladie de Lyme. Journal, pour l'instant, je ne vais pas dévoiler tout ça parce que les choses ne sont pas encore faites et puis que quand elles se feront, vous verrez et vous suivrez les choses avec attention. Mais un journal qui fait l'opinion. Vous savez, il y a peu de journaux en France qui font l'opinion. Hein. Il y a les journaux qui font l'opinion parce que l'on sait qu'ils disent la vérité, qu'ils vont déterrer des dossiers qui n'auraient jamais dû sortir. Et puis il y a ceux qui font l'opinion jour le jour, comme le Parisien. Mais là je parle d'un journal qui est lu par tout le monde et qui, lorsqu'il dit quelque chose, c'est une bombe qui explose si véritablement ce quelque chose représente l'intérêt. Je le vois, mais en même temps, je suis sceptique quand je vois ce journaliste. Je me dis, bon, c'est pas son truc, c'est pas forcément un domaine qui va l'intéresser, il va pas forcément savoir de quoi je parle. Et il ne va pas penser que ça peut être une information de nature à être publiée dans son journal et à commencer à mettre le feu à une mèche qui pourrait faire sauter un baril de dynamite. Il est intéressé. Il est intéressé, il est même très intéressé. Et puis spontanément, alors que j'essaie de lui expliquer mon affaire, il me raconte l'histoire de son collègue journaliste qui lui aussi est atteint de la maladie de Lyme, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus rien faire, qui a été désocialisé, avec qui aujourd'hui sa vie c'est quoi? C'est d'aller au journal pour faire les quelques petites choses qu'il peut encore faire, et puis le reste du temps il est chez lui, protégé par son épouse qui ne lui passe même pas les appels téléphoniques en disant je suis désolé mais il est trop fatigué cet après-midi. Et il me raconte exactement ce que vous me racontez, mais vu d'une personne qui n'a pas la maladie, mais qui voit le malade. Et il me dit, on a d'abord cru qu'il était devenu fou, qu'il faisait un burn-out, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie sentimentale ou dans sa vie professionnelle, et qui perdait en quelque sorte
comme dans une dépression, qu'il perdait pied. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que c'était pas ça et que les pathologies dont il souffrait étaient absolument abominables et que personne, du point de vue médical, ne prenait ça en considération. Donc à partir de là, on a compris qu'il était victime de la maladie de Lyme, il nous l'a confirmé et on voit quels sont les effets dévastateurs de cette maladie et l'impuissance du monde médical à répondre de façon positive à cette pathologie qui pourrait faire l'objet de recherches plus approfondies, de prise en considération plus approfondie et d'une évolution qui serait sans doute meilleure pour les patients qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tout ceci pour vous dire que quand j'avais ce scepticisme au départ, je ne pouvais pas entendre ce discours qui consistait à dire, lorsque je posais une question simple, mais enfin, je ne suis pas un adepte du monde médical, hein, loin de là. Parce que ça fait très longtemps que je fais de ce que l'on qualifie de droit médical et de droit de responsabilité. J'étais l'avocat de médecin, de clinique, de laboratoire pharmaceutique aussi par le passé. Et je sais que la médecine n'a pas réponse à tout. Que la médecine est souvent à côté de la plaque. Que la médecine croit souvent savoir sans ne rien savoir. Qu'elle est souvent dogmatique. Je sais aussi que les intérêts économiques ne sont pas toujours très éloignés de les préoccupations médicales. Et donc, je n'ai pas une espèce de confiance aveugle dans la matière médicale. Dans notre pays, même si je considère que d'une manière générale, on est plutôt bien loti. Mais quand on vient m'expliquer pour la maladie de Lyme que derrière tout ça, il y a des intérêts économiques qui sont majeurs et que finalement, peut-être qu'une partie des explications sur l'absence de considération de cette maladie et sur la contestation de la chronicité de cette maladie pourrait être liée à des enjeux financiers, j'étais sceptique. J'étais sceptique jusqu'au moment où j'ai vu ce qui s'était passé à la HAS. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est quand même pas possible qu'un avocat totalement indépendant, qui n'est pas du tout comme moi, en quelque sorte contaminé intellectuellement, parce que Mathias, je l'ai tous les jours, ou quasiment, même si je ne peux pas toujours lui répondre. Je vous ai de façon épisodique les uns et les autres, de temps à autre au téléphone, j'ai vos correspondances, je lis, je vois Bronstein très fréquemment, donc je regarde tout ça. Donc au bout d'un moment, je finis par être moi aussi très imprégné, non pas par le virus, mais par l'environnement de la maladie. Et donc je suis baigné dans cette atmosphère, dans ce monde. Et parfois je me dis que d'y être trop imprégné, ça finit par agir sur ma liberté de penser de façon indépendante. Mais quand je vois qu'un avocat du Conseil d'État, qui encore une fois est une femme raisonnable, qui n'y connaît rien de cette maladie de Lyme, qui ne s'est jamais préoccupé de cette maladie, vient me dire qu'il y a une absence d'indépendance totale de la part de ceux qui ont participé à la commission, alors je commence à considérer à mon tour qu'il peut exister des intérêts économiques derrière. Le hasard fait que j'apprends qu'une association qui est très connue, en tout cas à Paris, alors je ne sais pas en province, mais qui est une association qui lutte contre la corruption, qui s'appelle Anticor, qui est composée aussi d'anciens magistrats, d'anciens procureurs, et qui est défendue par des avocats qui sont spécialisés dans les problèmes de corruption. Lorsque j'apprends que cette association qui s'appelle Anticor a déposé dans un autre domaine que le nôtre une plainte contre la HAS pour les mêmes problèmes d'indépendance, mais concernant cette fois le cholestérol, et que je me rapproche de mes confrères qui s'occupent de cette association, je comprends que véritablement, on ne peut pas écarter ce problème économique et ses intérêts sous-jacents. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Pas totalement. Parce que vous savez qu'à une certaine époque, lorsque l'on prétendait que la Terre était ronde, on finissait sur le bûcher. Donc c'est vrai que parfois, pour des raisons, qu'elles soient dogmatiques, religieuses, philosophiques ou médicales, des gens peuvent se battre jusqu'à leur dernier souffle pour soutenir une vérité qui s'avère être quelques années plus tard, et je ne dis pas des décennies plus tard, mais je dis quelques années plus tard, qui s'avère être une hérésie.
Mais c'est vrai aussi que dans ce dossier-là, les enjeux économiques m'apparaissent importants. Alors, les enjeux économiques, j'en parle au plus haut niveau. J'en parle au niveau de ceux qui sont censés détenir la vérité médicale. Quand je vois le président, je crois, du collège de médecine qui prend la peine d'écrire un article dans le Figaro pour nous expliquer, grosso modo, sans me citer, que je suis un abruti, que Bronstein n'est pas plus intelligent que moi et que tous ceux qui se mobilisent pour le Lyme chronique sont des idiots. Je me dis que quelque part, tout de même, il y a une telle mobilisation, un tel acharnement, une telle caricature, une telle volonté de détruire, que ça cache des choses qui doivent être mises à jour. J'ai été long, mais on n'a pas tellement l'occasion de se parler. Alors c'est un monologue, c'est pas très sympathique. Hein. Puis les avocats, c'est difficile de les faire taire quand ils commencent, mais j'en arrive à ma plainte. Donc je vois un peu comment les choses se passent. Et je me dis, parce que d'abord c'est ma formation, parce que c'est mon idée, parce que j'ai vécu les époques SIDA, je me dis qu'en dehors du judiciaire, et en dehors du judiciaire pénal, c'est-à-dire en dehors d'un juge d'instruction et de procureur indépendant, on sera toujours confronté à une situation du pot de fer contre le pot de terre. Mais là, lorsque l'on arrive sur le domaine judiciaire, c'est très différent d'un avocat, d'un magistrat, et un juge d'instruction, qui est un magistrat du siège, est très différent dans sa logique d'un procureur de la République. Mais on a tous en commun un certain nombre de facteurs intellectuels, où on a tous été formatés par la fac de droit, qui fait qu'on est habité par le doute, on est habité par la relativité, on est habité par la conviction qu'une certitude n'est pas une vérité, on est habité par la recherche de la vérité judiciaire, et on est habité par l'indépendance. Donc je sais que au moins ces éléments-là font que nous discutons entre gens de bonne foi. Et je vois comment les choses évoluent. Alors je les vois toujours au travers du dossier Bronstein, parce que vous vous souvenez que dans le cadre du dossier Bronstein, j'avais déposé des plaintes en pagaille auprès du parquet de Bobigny, qui les avait traités avec la plus grande indifférence, mais qu'importe. On était au tout début de cette affaire, en me disant on n'y comprend rien, on ne veut pas s'en mêler, je ne sais pas ce que c'est que ces 10 000 personnes qui ont signé, etc. C'est pas notre problème, allez jouer ailleurs, d'accord ? J'irai jouer ailleurs. Un juge d'instruction qui a été désigné, toujours dans un des volets de l'affaire du docteur Bronstein, qui n'a pas du tout la même position, qui me dit cette histoire du Lyme, c'est quand même problématique. Ce problème du Lyme, apportez-moi des éléments complémentaires, apportez-moi des éléments techniques, apportez-moi des éléments scientifiques, et je vous promets que j'irai jusqu'au bout du bout. Et puis, je dis qu'en matière judiciaire, il y a deux choses qui sont essentielles, et en tous les cas, c'est le rôle de l'avocat. C'est la stratégie, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, sinon on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Et puis on ne peut pas faire les choses à n'importe quel moment. Il faut attendre d'avoir des fenêtres de tir. Et les fenêtres de tir, c'est important, et c'est parfois très difficile de faire comprendre aux uns et aux autres que nous sommes dans une fenêtre de tir. Hier, j'ai vu une des patientes qui a déposé un dossier à mon cabinet, qui est parisienne, donc je la vois plus souvent. Elle me dit, on a été inquiets, on pensait que vous n'allez pas bien parce que les choses devaient être faites et on avait l'impression qu'elles n'étaient pas faites. Mais pas du tout. C'est pas du tout que les choses devaient être faites mais qu'elles n'étaient pas faites. C'est que j'attendais d'avoir d'abord un nombre de plaintes significatif. Donc j'ai aujourd'hui 116 plaignants. Et je sais que quand on dépose la plainte, il faut qu'on la dépose à un moment qui soit le plus opportun, c'est-à-dire où grosso modo il ne soit pas trop occupé par autre chose, où la situation médiatique, le climat général est porteur et où on est en mesure de pouvoir avoir une écoute favorable. On ne parle pas à n'importe qui, à n'importe quel moment. Vous n'allez pas voir votre patron au moment où il vient d'avoir une altercation sur un problème comptable avec quelqu'un d'autre de notre service. Il y a un moment pour parler aux gens. Et il y a un moment aussi pour déposer les plaintes. Donc au moment où il m'est apparu opportun de la déposer, je l'ai déposée auprès du parquet du tribunal de grande instance de Paris,
dans une section qui est spécialisée, qui s'appelle la section santé. À peine ai-je déposé cette plainte que le procureur m'a écrit, et qui m'a écrit pour me dire que le parquet s'était saisi d'office de cette plainte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que n'importe qui peut aller dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie, déposer une plainte, et puis voilà. Et la plainte, elle est transmise au parquet, et le parquet regarde si c'est fondé, pas fondé, poursuit pas. Puis les 3/4 du temps, c'est classé sans suite. C'est ce qui s'est passé à Bobigny. J'ai vu le procureur de Bobigny, j'ai déposé toutes les plaintes qui m'avaient été remises dans le cadre de l'affaire Bronstein. Et je vous en parle encore une fois parce que les uns et les autres, vous êtes sans doute associés en partie à ces plaintes. Puis elle a considéré que cette plainte, elle, ça ne la concernait pas, que le parquet n'était pas concerné par ça, et que je fasse ce que j'avais à faire, sous-entendu, aller saisir un juge d'instruction et constitution de partie civile. Là, le pôle santé ne dit pas ça. Le pôle santé dit, nous, pôle santé, on s'en saisit de cette plainte. Et c'est nous qui allons poursuivre. Avec vos 116 patients, avec vous, représentant ce qui sera demain des parties civiles, mais c'est le parquet qui poursuit, ce n'est pas les parties qui poursuivent. Ça change tout. Ça change tout et ça va considérablement nous faciliter la vie. Mais pour autant, on a besoin d'être très actif. Et on a besoin d'être d'autant plus actif que le parquet a besoin d'éléments. Donc ils m'ont écrit pour me dire qu'il fallait que je leur apporte des précisions sur l'existence de la forme chronique de la maladie de Lyme, sur en quoi le fait de ne pas traiter cette forme chronique serait une non-assistance en personne en péril et une violence volontaire d'ordre psychologique, que je leur alimente aussi ce dossier au travers de ma position jurisprudentielle que la chambre criminelle a établie ou pas sur la corrélation qu'il pourrait y exister entre ce type de non-assistance liée à la méconnaissance, voire à la négation d'une forme chronique d'une maladie qui serait établie par ailleurs. Tout ça, c'est mon travail et je vais m'y atteler. Et puis, par ailleurs, ils me disent, et je vais vous lire la phrase puisqu'elle vous concerne, par ailleurs, je voudrais bien me faire parvenir, avec la dite note, toute pièce justificative à caractère scientifique, susceptible d'étayer vos affirmations, ainsi que tout document utile d'ordre médical concernant les plaignants. Sur la première partie de la phrase, Dr Bronstein m'a déjà remis plusieurs kilos de documentation. Il est sur le point de publier un ouvrage qui fera, et je n'en doute pas, autorité en la matière, et qui sera sans doute un des documents les plus accessibles au monde judiciaire, parce que nous ne restons que des juristes, pas des spécialistes de la médecine, mais au moins nous avons l'intelligence de comprendre que, n'étant pas médecin, il faut prendre des experts, que les experts eux-mêmes ne sont pas indépendants et qu'il faut prendre plusieurs experts d'horizons différents, avec des connaissances différentes, et j'allais presque dire d'obédiences différentes, avec ceux qui contestent et ceux qui considèrent au contraire que c'est une réalité que personne ne peut contester aujourd'hui. Mais tout ça sur le caractère scientifique, je vais m'en occuper avec ceux qui sont de bonne volonté et qui voudront m'aider sur ce domaine général et en particulier, dommage pour lui, mais Bronstein aura un travail considérable à fournir. Mais après, les documents utiles d'ordre médical concernant les plaignants, c'est chacun d'entre vous. Ce n'est pas la petite note que vous m'avez adressée, accompagnée de votre pouvoir pour déposer plainte, qui va me suffire. Donc c'est là où je vais avoir besoin de chacun d'entre vous pour que vous m'apportiez un résumé que je ferai moi. C'est pas à vous de l'écrire, mais en tous les cas un récit le plus précis possible de votre errance médicale, les situations auxquelles vous avez été confrontés, les fois où on vous a claqué la porte, les fois où on vous a dit que non, c'était dans votre tête, les fois où personne n'a écouté de façon véritablement attentive ce que vous aviez à dire, les fois où vous êtes allé à l'hôpital et où on vous a donné 3 médicaments qui ressemblent à de la poudre de perlimpinpin pour essayer d'endiguer une paralysie qui commençait à exister. Enfin, toutes ces choses que vous avez vécues, parce que vos récits sont tous différents, mais ils sont en même temps quelque part similaires, et c'est ces éléments-là dont j'ai besoin.
J'ai besoin des récits de tous ceux qui entourent les malades, parce que certains sont encore des enfants, d'autres, même s'ils sont adultes, sont malheureusement aujourd'hui quelque part à la charge de leurs parents. Tous ceux qui conjoints souffrent de la situation, tous ceux qui parents, enfants souffrent de la situation, soit de leurs parents, soit de leurs enfants. Tout ça, j'en ai besoin dans le détail le plus précis et d'apporter le plus d'éléments possible pour que nous comprenions ce que nous avons à comprendre, nous qui sommes encore une fois que des juristes et qui ne sommes pas malades. C'est de dire, ces gens vivent un calvaire. Et ce calvaire, non seulement il pourrait ne pas exister, mais de surcroît, on pourrait faire en sorte aujourd'hui, ou on devrait faire en sorte aujourd'hui, compte tenu de l'état des connaissances de la science, de l'état des connaissances de ce qu'il se passe au-delà de nos frontières, que ça cesse et que des mesures soient prises pour leur apporter un soulagement véritable, au-delà de tout débat dogmatique, de toute querelle de chapelle et de tout intérêt éventuellement pécuniaire qui pourrait être un frein au développement d'un traitement adapté, sans doute moins rémunérateur pour les laboratoires, mais plus important et avec plus de résultats pour les patients. Voilà, donc ce que je voulais vous dire ce soir, et encore une fois, pardon d'avoir été long, mais il faut quand même que de temps à autre, je vous explique les choses, c'est que j'ai besoin de votre collaboration à chacun d'entre vous, et on va le faire à partir... on va laisser passer, même si les fêtes, pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, parce que je crois que malheureusement, pour certains d'entre vous, la situation économique dans laquelle vous êtes, ou la situation physique dans laquelle vous êtes, vous empêche d'en profiter pleinement. Mais je dirais que dès la semaine prochaine, ceux qui peuvent déjà commencer à venir expliquer les choses, qui viennent me les expliquer. En sachant que, avec Mathias, on entend faire partir un autre étage de la fusée, qui est l'étage médiatique. Donc je vous ai dit qu'un média en particulier, parce qu'on peut avoir plusieurs stratégies en la matière, mais là, un média en particulier est intéressé et entend dire un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses qui sont à la fois relatives à ce que vous vivez, mais aussi à la HAS, mais aussi à la façon dont certains ici viennent contester, alors pas des choses sur lesquelles on peut discuter de façon infinie. Est-ce que la maladie de Lyme est transmissible sexuellement? Bon, c'est un débat qui sera très intéressant d'avoir, mais aujourd'hui, ce n'est pas le débat qui m'intéresse le plus. Mais le débat qui m'intéresse le plus, c'est le débat sur les évidences. Commençons par dire de façon évidente, oui, le Lyme chronique existe. S'il n'existe pas, expliquez-moi pourquoi il existe ailleurs et pourquoi dès qu'on arrive à la frontière française, il y a un douanier qui empêche que le Lyme chronique puisse rentrer en France. C'est compréhensible. Donc ce genre de débat qui sont d'abord les éléments essentiels, les éléments fondamentaux, sur lesquels aucune contestation n'est possible en conscience et en intelligence et au regard des données acquises de la science. Vous savez, ces notions, les données acquises de la science, alors à partir de là, n'importe qui peut être condamné à n'importe quoi, mais ça peut aussi se retourner contre ceux qui ont trouvé cette notion de données acquises de la science. C'est une donnée internationale. Donc à partir du moment où je trouve des éléments scientifiques étrangers qui sont de nature à établir l'existence d'un Lyme chronique, et Dieu sait qu'il en existe, en particulier aux États-Unis, on ne peut pas venir me dire que parce qu'on est le professeur machin, on ne tient pas compte de ces données acquises de la science, parce qu'on est sanctionnable comme n'importe quel médecin si on ne respecte pas ces données. Donc tout ceci, voilà, c'est ce que les médias vont dire, ce qu'ils vont expliquer. Et puis certains qui se sont crus plus forts, autorisés à venir dire des choses. Je sais que vous êtes très agacés pour certains d'entre vous par des positions de certains professeurs de médecine qui, compte tenu de leur titre de professeur, imaginent qu'ils ont une liberté de parole plus importante qu'un simple médecin, eh bien auront à répondre de tout ça et viendront nous expliquer ce qui les a autorisés à vous traiter, parce que moi, il importe peu que l'on écrive des choses sur l'avocat, c'est pas très important, mais que l'on écrive des inepties sur ceux qui souffrent au quotidien, ça c'est quand même beaucoup plus compliqué à admettre, et je pense que la justice ne le laissera pas passer. Donc c'est un combat long, c'est un combat difficile,
c'est un combat qui est parfois obscur, mais c'est un combat pour lequel je suis très optimiste. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons en tout cas enclenché un processus qui nous mènera de toute façon à étaler sur la place publique judiciaire la problématique qui est la nôtre, et il ne pourra en sortir que des choses bénéfiques. Au moins que le doute existe et qu'il n'y a pas de vérité étatique, de vérité scientifique qui doivent s'imposer à qui que ce soit. Au moins que vous existiez et que votre voix soit entendue. Et j'espère dans un second temps que votre préjudice soit réparé pour ce que vous avez subi. Voilà, j'ai fait part des observations essentielles que je voulais communiquer ce soir à l'ensemble de ceux qui m'entendent. Et je suis à votre disposition pour vous répondre. Alors maître, il y a Christophe qui nous demande comment vous envoyez les documents, et puis après Patricia qui nous demande aussi où envoyer nos témoignages. Alors, Christophe, est-ce qu'il a un dossier chez moi? Et Patricia, oui, j'imagine qu'elle a un dossier chez moi. Elle a déposé plainte? Ils ont déposé plainte? Je sais pas, on va voir. Je sais pas, il faudrait qu'il poste un message pour nous le dire. On va supposer, je sais pas, je vois pas la réponse pour l'instant. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas pour... je sais ce que c'est qu'être... enfin, je sais ce que c'est. Je crois avoir compris toutes les problématiques qui sont celles d'une victime, quelle que soit la victime que l'on est. Et d'ailleurs, d'une manière générale, toutes les problématiques d'un procès. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une personne, l'avocat, dont c'est le métier, et qui attend beaucoup de son client, mais dont c'est le métier, à la fois de voir du papier, de le traiter, d'y répondre, de classer, etc. Et d'un autre côté, vous avez ceux qui sont contraints pour une raison ou pour une autre d'aller en justice, qui en général ont déjà des difficultés avec leur dossier parce que ça leur crée des problèmes d'ordre psychologique, etc. Parce que n'importe quel dossier judiciaire est de nature à troubler qui que ce soit. Que par ailleurs, on est aussi confronté à la nécessité d'alimenter ce dossier et que souvent la façon dont parle l'avocat, c'est pas du chinois mais pas loin, et que ce que l'on vous demande est difficile. Et puis qu'on n'a pas envie de s'y remettre, quoi. Et on n'a pas envie de passer son temps dans des papiers et en plus de sa souffrance, de prendre du temps pour alimenter des choses qui vous paraissent évidentes. Et puis en plus, vient se greffer des problèmes d'argent, etc. Donc il faut essayer de simplifier les choses. Vous avez trois façons, donc j'imagine que vous êtes plaignant et que par voie de conséquence vous êtes à mon cabinet. Donc vous avez la possibilité de m'envoyer ce que vous souhaitez par courrier au 18 boulevard de Courcelles, 75 017 Paris, vous avez tous mon adresse. Vous avez la possibilité, c'est la meilleure possibilité quand vous êtes en mesure de pouvoir le faire, de scanner les documents et de me les envoyer par mail. Vous avez la possibilité de me les envoyer par fax. Vous avez la possibilité de me les apporter et de faire en sorte que nous nous rencontrions. Mais ce que je voudrais pour chacun d'entre vous, quelle que soit la façon dont vous envoyez ces documents, que vous me les envoyez de façon groupée, pour pas que tous les jours j'ai un élément et que je me dise « Ah, cet élément-là, c'est Christophe ». Parce que déjà, sans cesse plaindre, c'est terrible à devoir manipuler. Donc, essayez de regrouper les choses. Et essayons dans la mesure du possible. Par contre, c'est pas terrible de m'entretenir avec sans cesse de mes clients, c'est mon métier. Donc, essayons de faire en sorte que lorsque ces documents doivent me parvenir, lorsqu'ils me sont parvenus, on puisse avoir une conversation téléphonique. Vous avez tous le numéro du cabinet, le 01 47 03 01 01. Il y a ma collaboratrice, maître Kim Rost, qui est là pour vous répondre pour des problèmes un peu techniques, un peu théoriques sur le suivi du dossier. Et quand on a besoin de discuter, je suis là et on fait une réunion téléphonique. Kim Rost est avec moi et on discute de tout ça pour compléter tous les éléments. C'est la meilleure méthode pour parvenir à nos fins et pour faire en sorte que les choses progressent.
mais j'ai besoin d'entendre chacun d'entre vous et de pouvoir avoir votre récit. Il y a Nathalie qui nous demande si on peut encore rejoindre la plainte. On peut rejoindre la plainte encore pendant des mois et des mois, jusqu'au moment où ça sera renvoyé devant un tribunal et jusqu'au moment où le tribunal dira est-ce qu'il y a d'autres parties civiles. Donc oui, on peut rejoindre la plainte. Plus vous serez, plus il y aura de plaignants et plus nous aurons de force. Donc rejoignez cette plainte et faites rejoindre cette plainte. On a à peu près fait le tour des questions. Il y a Clarisse qui nous demandait si chacun d'entre nous allait être reçu. Donc ça, vous l'avez proposé. Alors par qui Parce Par- que par si c'est par moi, oui. Si c'est par un magistrat, on en fera la demande pour ceux qui souhaitent être reçus. Alors je ne peux pas vous garantir, compte tenu du nombre de victimes qui vont au final apparaître dans ce dossier, parce que pour l'instant, on est en ordre dispersé. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, je n'aime pas dire ça, mais alors, on va dire que je suis un avocat d'expérience. D'accord. Donc, ça fait plus de 30 ans que je suis au barreau. J'en prends, j'en laisse. Je ne suis pas dans le conflit. Je ne suis pas dans la compétition. Je ne suis pas dans on est plus rapide, on est moins rapide, etc. Mais je sais, parce que je vois quand même passer les choses. Je ne suis pas un adepte de Facebook, comme vous l'avez remarqué. Je n'ai pas le temps pour ça et je ne suis pas sûr que ça soit à la fois mon rôle et ma meilleure façon pour communiquer avec vous. Mais j'ai vu qu'il y avait des polémiques avec d'autres avocats qui avaient déposé d'autres plaintes pour d'autres associations, etc. Tout ça crée une espèce de confusion. D'accord. J'aurais été satisfait, moi, que mes confrères, plus jeunes que moi, et qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas la proximité parisienne que moi je peux avoir avec le palais de justice et parquet, viennent me voir et me disent nous, voilà, on représente l'association Intel ou on représente telle forme d'action et on vient se joindre à vous parce qu'on considère aujourd'hui que là où vous en êtes, nous ne l'avons pas atteint et que tout ça permet de créer une dynamique. Ils ne le font pas. Bon. Je n'espère pas qu'ils le fassent un jour. Et puis de toute façon, ces polémiques ne m'intéressent pas. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est que, et ce que je crois profondément, c'est qu'à partir du moment où cette plainte est suivie par le procureur, qu'à partir du moment où la médiatisation va apparaître, ça ne va pas être sans cesse plaignant que nous allons avoir. Ça va être 300, 400, 500, que d'autres associations vont venir et que tout le monde va se regrouper. Et plus les choses vont avancer, et plus vous allez avoir des personnes qui vont venir et qui vont vouloir rejoindre le processus qui a été mis en place par le droit de guérir, par Mathias, par d'autres, par tous ceux qui, à un moment donné, se sont dit que si on ne bougeait pas, rien ne se passerait dans ce dossier. Donc je suis très optimiste sur le fait qu'on va être très nombreux, mais continuez à alimenter ce dossier en déposant des plaintes. Ok, bon je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, on a fait à peu près le tour des questions. Bon super, on va s'arrêter là, ça fait un petit moment qu'on est en live. Maître, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de faire un point sur la situation. On va communiquer de toute façon de manière officielle. Je suppose que les gens vont recevoir quelque chose où on va faire une note. On verra, non ? Oui, je vais écrire à chacun d'entre eux, d'accord, de façon individualisée, puisque c'est mon rôle. Je vais vous donner à tous un numéro de parquet qui vous permettra. Le numéro de parquet, c'est ce qui permet d'avoir accès au dossier au niveau du parquet et que chacun d'entre vous puisse directement, même s'il le souhaite, communiquer avec les autorités judiciaires. Donc, je vais donner tout ça, je vais vous donner tout ça de façon officielle à vous, dans une lettre explicative que je vous ai déjà autorisé à publier puisqu'elle concerne l'ensemble des patients et que de toute façon cette publication se fera sous votre responsabilité, vous qui êtes le président de l'association. Et puis je vais écrire à chacun d'entre vous pour vous faire un petit point d'étape, plus concis bien évidemment que ce que je viens de vous faire là par les réseaux sociaux, mais qui vous permettra de pouvoir me répondre, me poser des questions si vous le souhaitez. Ok, parfait. Merci beaucoup, maître, et puis à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce live et très bonne soirée à tous. Merci.